et de bien fringuer, d'avoir une bagnole. Moi, je me souviens que j'ai eu un Solex pendant très longtemps. Après, j'ai eu une vieille de chevaux que ma mère avait, qui avait déjà une des toutes premières de chevaux, qui avait déjà bien roulé et qui, le jour où j'ai eu mon permis, elle m'a dit bon ben voilà, je te file ma vieille de chevaux. Elle n'a pas duré longtemps, elle a rendu l'âme en Angleterre un peu longtemps après. Et la première fois, je me souviens, où mon père m'a dit bah, si tu veux t'acheter une autre voiture, je peux peut-être t'aider un peu, etc., financièrement. Etc. Et je dis oh non, attends, je vais avoir l'air de con devant les copains, si, je veux pas avoir une belle voiture. Plus la bagnole, si c'était une 4L pourrie, ou une 2 chevaux pourrie, ou à la limite à l'époque un combi Volkswagen qu'on pouvait maturé, ça allait. Mais si ça ressemblait à une voiture de grande personne, oh non, 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 on était gênés, quoi. Alors qu'aujourd'hui, les mômes, il leur faut tout le dernier portable en date, une bagnole, si elle n'est pas super, il a honte devant ses potes. Bon, donc, on n'était pas du tout dans les mêmes valeurs. Et Mouna, donc, qui était de toutes les luttes, de tous les combats, il avait tous ses badges, tous ses machins, et il parlait, le comparer à ces types qui, à Speaker's Corner à Londres, à Hyde Park Corner, ou devant Westminster, sont là à lutter, à haranguer la foule, ou le Naked Cowboy de Times Square, ou je sais pas, des espèces de types comme ça, pas fous du tout, mais originaux, qui sont dans la rue, qui sont avec les gens, qui distribuent des trucs, qui racontent des choses, qui ont des discours, ils se baladaient avec un vélo à roues carrées, enfin bon, c'était un surréaliste, c'était un artiste. Un artiste, ouais, quelque part. Artiste. Ouais. Ouais, ouais. Et donc moi j'étais, voilà, je pouvais passer 3 heures comme ça à rester, à regarder. Il y avait aussi ce type, il y avait un autre mec, je sais plus son nom, qui improvisait du théâtre là, à Beaubourg. Joe quelque chose, je crois, qui était vachement balèze, qui prenait les acteurs dans la foule et qui leur faisait faire des petites pièces de théâtre comme ça. Et alors moi j'étais en plein sous l'influence de ce qu'on a appelé les diggers à San Francisco, qui sont à l'origine du mouvement hippie et qui faisaient la même chose, qui faisaient du théâtre. C'était la mime troupe, c'était la troupe de mime de San Francisco, et ils faisaient du théâtre dans la rue. C'est eux qui ont commencé à faire les premiers happenings, les premiers, et c'est eux également qui ont fait quelque chose que Ernest Pinoir Ernest a refait par la suite. Il était clair que tout ce que tu encadres devient de l'art. À partir du moment où tu poses une limite carrée ou rectangulaire autour de quoi que ce soit, et si possible un joli cadre, ça devient une œuvre d'art. Et tu peux la mettre au CIMES des musées. Ces gens-là, la Mime Troupe, ont construit un grand cadre, 2 mètres sur 2, qu'ils ont peint en rouge, je crois, et qu'ils baladaient partout. Et tout ce qu'ils faisaient, pique-niquer sur l'herbe dans le parc, jouer un bout de pièce de théâtre, bon, c'était de l'art à partir du moment où c'était vu à travers ce cadre. D'accord. L'arrestation, par exemple, parce que c'était la grande époque effectivement du mouvement hippie, donc des drogues, des machins, des trucs, l'arrestation d'un des membres de la troupe par les flics s'est faite en direct, si on peut dire, enfin en live, à travers, il y en a un qui est venu poser le cadre. Donc d'un seul coup, cette arrestation devenait œuvre d'art. Comment? Pourquoi? J'en suis venu un soir à découper mon autoportrait au pochoir. Ça reste encore un peu mystérieux. Mais je faisais cette collection de photomatons. Les photomatons, déjà, je les retravaillais, je pourrais même te m'en prendre, on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais je commençais déjà à les reprendre en dessin, à faire des collages, à faire pour les gravezines en question. Et j'avais cette espèce de tronche là où je hurle, je l'utilise encore aujourd'hui, c'est celle où j'ai rajouté des oreilles de Mickey, donc, que je garde, que je fais encore beaucoup, elle est là, tiens. Voilà. Ça, c'était une photomaton. À l'époque, il n'y avait pas les oreilles, hein, c'était juste mon portrait comme ça, et tiré d'une petite photomaton. Donc je l'agrandis comme ça. Je ne garde que des blancs et des noirs. Alors, comment faire pour agrandir à l'époque? Aujourd'hui, ordinateur, quoi. Pas d'ordinateur, hein. On est en 82. Chaque photocopie de photocopie de photocopie de photocopie permettait de virer du gris et de ne plus avoir que du blanc, du noir. Et d'ailleurs, on utilisait énormément cet aspect un peu photocopié, déchiré aussi à l'époque. Et donc moi, je prenais mes photos, je les photocopiais, j'agrandissais,
je réagrandissais, je réagrandissais, je réagrandissais. Ça me permettait d'arriver à un format A4 ou A3 et de ne plus avoir de gris, de ne plus avoir que du noir et du blanc. Et puis ensuite, je prenais un calque, je traçais tant bien que mal, et j'essayais de faire en sorte qu'une fois découpé, ça se tienne. Et je suis arrivé comme ça à mon premier pochoir de ma tronche, où tout ce qui est en noir ici était découpé. J'ai pris un carton, une boîte à chaussures, un cutter. Je suis allé acheter une bombe de noir, une bombe de rouge au supermarché du coin. Et ça a été mon premier pochoir, ma tronche, que j'ai balancé sur les murs de la ville de Tours. Et la flèche qui est... Alors, la flèche rouge est arrivée un peu plus tard. Ouais. Maintenant, elle fait vraiment partie, c'est ma deuxième signature, mais elle est arrivée un peu par hasard. Dans les années 80, elle a dû commencer à apparaître en 84, 85, 86 peut-être. Parmi d'autres signes comme ça, géométriques, qui correspondaient à l'ère du temps. Parce qu'on était dans une période pop, où des groupes comme les B-52s, etc., par exemple, utilisaient cette imagerie un peu fluo, un peu... il y avait beaucoup de pointillés, il y avait, si on regarde les pochettes de disques de l'époque, ou les maquettes des magazines de l'époque, beaucoup de pointillés, de triangles, voilà. Ce côté un peu années 50 qui revenait. Donc je faisais ça, je faisais des pointillés, je faisais des ronds. Bon. Et puis il y avait cette flèche que j'ai faite en rouge dès le départ et qui peu à peu voilà, est devenue, j'arrivais pas à m'en débarrasser. Elle n'est pas née d'une réflexion, c'est pas un concept, c'est pas, elle n'a pas un sens, si je puis dire, particulier au départ. Mais on m'a tellement posé la question, et je me suis posé la question, pourquoi cette flèche, qu'elle a pris du sens au fur et à mesure, elle a pris des sens au fur et à mesure, et j'ai réalisé d'où peut-être elle venait, pourquoi j'avais ressenti le besoin de l'utiliser. Il y a plusieurs choses. D'abord, j'ai retrouvé, pourtant Dieu sait si je connaissais bien cette image d'Ernest Pignon-Ernest, mais je ne l'avais pas en tête à l'époque, de ce type qui a le cerveau déchiré et une flèche qui lui arrive sur la tempe. C'était un ouvrier de chez Renault, je crois, qui avait eu un accident de travail, qui avait perdu l'ouïe, l'audition, bref. Donc Ernest avait figuré ce drame, enfin, en lui déchirant un petit peu la tête, et il y avait une flèche. On retrouve la flèche rouge chez Francis Bacon. Oui, c'est vrai. Que j'ai toujours adoré évidemment. Et puis j'aimais bien aussi des signes un peu kabbalistiques comme ça, comme ceux que Anthony Tapies utilise, la croix. Hein. On n'est pas dans des références très street art, hein, mais ce sont des gens qui m'ont beaucoup influencé. Et puis, je crois que la flèche rouge, c'était aussi éminemment urbain comme signe. Le sens unique, le sens interdit, la direction. Un peu comme un tag? Pas comme un tag, comme la signalétique urbaine. Les panneaux routiers, les panneaux qu'on voit en ville, et puis toute la géométrie de ces signes qu'on voit partout dans les villes de tous les pays du monde. Et puis rouge, un petit peu comme voilà, les enseignes aussi, tout ce qui fait que les couleurs de la ville. Et ça c'est très important, ça aussi, je pense, enfin la réflexion sur mon travail, elle emprunte beaucoup à ce que je lis ou ce que j'entends d'autres artistes. Je cite beaucoup Ernest parce que ça reste une grande référence. Mais je crois, lui, il a fait le choix de travailler sur du papier qu'il colle, la sérigraphie, en gardant la plupart du temps le format de la feuille. Pour dire, ça pourrait ressembler à un trompe-l'œil, et c'est de l'art. Ça n'est pas un vrai soupirail, ça n'est pas une... Bon. Moi, c'est ça aussi. Je travaille en noir et blanc, mes personnages dans la rue sont là, grandeur nature, mais ce ne sont pas des vrais personnages. Je ne cherche pas à créer l'illusion, le trompe-l'œil. Ils sont noir et blanc déjà pour sortir de la polychromie urbaine, naturelle, et cette flèche rouge est là pour vous dire, regardez, c'est mon boulot. C'est une signalétique. C'est une signalétique. D'accord. C'est mon travail. Je suis un artiste.
cette image, La signalétique vient généralement du haut ça peut aussi être le regard de mon personnage qui mate la rue, qui regarde celui qui le regarde. Bon, bref, la flèche peut être dirigée dans tous les sens. Après, elle a plein d'autres significations. Elle peut expliciter un peu parfois, même si j'essaye d'éviter d'être de plus en plus d'être trop didactique ou trop. Je pense que j'ai subi l'influence de mon métier d'enseignant quand je le faisais, quand je le pratiquais. Euh, Peut-être trop expliqué. Donc ça, j'ai eu beaucoup de textes aussi. De temps en temps, je mettais des mots qui étaient elliptiques, mais qui parfois guidaient un peu trop. J'ai une tendance en ce moment à me débarrasser du texte et à me débarrasser de l'explicitation du message. Excuse-moi, juste une petite précision. Pour en revenir à ton métier d'enseignant, tu n'enseignais que l'anglais, Alors, je n'ai enseigné que l'anglais, jamais le dessin. jamais le dessin, jamais la musique, qui sont des disciplines, comme je disais tout à l'heure, qui pour moi ne s'enseignent pas. Enfin, que dans mon cas personnel, c'était tellement lié à justement cette brèche, cette anti-norme, cette ouverture, cet espace de liberté, cet espace alternatif. Je parle souvent de contre-culture, mais c'était vraiment ça. Et ça ne pouvait pas être associé à quelque chose d'universitaire ou de formel, enfin bon, apprendre, etc. Donc, je n'ai jamais appris ni la musique, ni les arts plastiques, ni le dessin, ni la peinture, et je n'ai jamais enseigné, et j'ai toujours refusé de faire partie des jurys. On m'a souvent sollicité, que ce soit musicalement ou pour les images, on m'a souvent demandé de faire partie du jury pour désigner des jeunes, surtout en ce moment, par exemple, il y a des espèces de concours. D'accord. Je refuse. Donc j'enseignais l'anglais. J'ai aimé faire ce boulot, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé donner ma démission à l'éducation nationale aussi. C'était un peu une revanche, le fait après pas mal d'années quand même, pendant très longtemps j'ai fait les deux. L'enseignement, quoi qu'on en dise, laisse un peu de temps. Et puis j'avais encore l'énergie de... Enfin, mon âge n'était pas aussi avancé qu'aujourd'hui et me permettait d'avoir la pêche pour pouvoir, après des très petites nuits, aller donner mes cours, puis préparer une expo, puis... Mais j'étais quand même limité, forcément, parce que je n'ai jamais été absent pour pouvoir aller faire de la peinture. J'ai essayé de tout faire le plus sérieusement possible, et donc ça limitait forcément, c'est-à-dire que ça, même pour la musique, les vacances scolaires, on partait en tournée, les week-ends j'étais en studio où je peignais, mais il fallait bien quand même assurer. Pourquoi? Quand on a une petite famille, qu'on achète une maison, etc., on a l'impression que finalement cette sécurité professionnelle que la fonction publique offre est importante. Tu veux dire que ça t'a permis de créer quand même quelque part Non, ce que je veux dire, c'est que si je n'ai pas arrêté plus tôt, c'est parce que j'avais l'impression, qui était sans doute juste pendant tout un moment, que c'était bien d'avoir un pied dans une réalité professionnelle, sociale, un truc qui me fait lever le matin, etc. D'avoir un vrai métier, alors que Dieu sait si ça m'exaspère quand les gens disent mais attends, artiste, mais sinon comme métier tu fais quoi? Et pourtant j'étais moi-même comme ça. Et donc je me disais c'est bien d'être sûr que jusqu'à la fin de mes jours j'ai mon salaire, comme ça j'ai toute liberté. Le mois où je ne veux pas peindre, l'année où je ne veux pas faire de musique, je n'attends pas ça pour gagner de l'argent. J'ai mon salaire de prof. Et ça ne me déplaît pas d'être prof. Je me persuadais que ça ne me déplaisait pas. J'ai eu d'excellents moments avec les élèves, mais j'ai eu aussi des moments où je me persuadais que tout allait bien, et au fond de moi-même, je ne rêvais que d'une chose, c'était d'être artiste à plein temps, évidemment. Mais on se perçoit... Alors, il y a aussi quelque chose de politique, je pense. C'est-à-dire que travailler pour le service public, d'une certaine façon, pour moi, c'était un peu être en accord avec ce que je considérais de la société. Alors qu'être un artiste, j'avais l'impression que ça aurait été être un peu
en dehors des réalités, me prendre pour je sais pas quoi, oh, je suis un artiste. Je refusais ça totalement. Pendant très longtemps, je réfutais le terme d'art pour parler de ce que je faisais. Je dis attends, pas parce que je fais des trois coups de monde sur les murs des villes et que je décalque mes idoles de rock and roll comme on l'a tous fait, avec une technique qui est franchement pas, que j'ai pas inventée. Ça suffit pas pour dire que je suis un artiste. Je suis juste un fan, quoi. Donc pendant très longtemps, je refusais de me considérer comme un artiste. Je disais, par contre, c'est vachement important de se lever le matin, d'avoir un boulot, d'élever ses mômes, d'être avec les gens dans la vraie vie. Je disais ça, et j'en étais persuadé. Et en même temps, il y a un truc dans ma tête, c'est comme des clapets, on ferme des clapets, on se dit, voilà, c'est comme ça. Et tout le reste, c'est du fantasme. Ce fantasme que j'ai depuis que j'ai 5, 6, 10 ans, que j'évoquais avec les années 60, etc., il était là, j'étais comme un ado. Et je continuais à collectionner les vinyles, à aller au concert de rock, à faire des pochoirs dans la rue. Et le vrai Jeff, c'était sans doute celui-là aussi. Mais c'était l'autre également. Mmh. Voilà. Donc, le jour où je suis passé à l'acte et que j'ai dit merde, c'est assez récent, et que j'ai dit merde à l'éducation nationale en donnant ma démission, j'ai eu... Ça date de quand, excuse-moi? C'est récent, j'ai commencé à être à mi-temps, et ma démission officielle, c'est la rentrée 2009. Ah, effectivement, oui. Voilà. Mais il a fallu que je passe le cap des 50 ans, il a fallu que je gagne beaucoup plus d'argent que la peinture que je n'en gagnais avec l'éducation nationale. Il a fallu aussi que je passe un cap important qui est celui comment dire, de passer outre ce que les gens pensent. Quand je dis les gens, c'est aussi ma famille, ce sont aussi mes parents, voilà. On reste petit garçon très longtemps. Et puis aussi la responsabilité. L'impression que c'était irresponsable par rapport à mes enfants ou à ma femme de ne vivre que de ce que j'étais vraiment. Que ça aurait été trop individualiste. Que ça aurait été pensé qu'à moi. Alors que je crois que cette histoire, c'est vieux relent d'éducation judéo-chrétienne, ouais. de passer par le sacrifice, quand même, un petit peu. C'est-à-dire, ce que j'ai vraiment envie de faire dans la vie, c'est de la musique et de la peinture, mais je suis enseignant, j'ai un vrai métier, parce que j'ai des enfants, que je suis responsable, que je suis père de famille, machin. Et puis au bout d'un moment, j'ai réalisé que non. Et j'ai été soutenu par Yveline, ma femme, que je ne remercierai jamais assez. Et aussi, j'ai grandi, quoi, voilà. Et puis c'était plus possible. Au bout d'un moment, voilà, c'est plus possible. Donc, cette revanche, elle est importante parce que j'ai l'impression que c'est enfin un acte un peu punk que j'avais. Jusqu'à maintenant, j'étais dans l'imitation de quelque chose. Enfin, dans l'imitation. Dans le fantasme, voilà. Ça a nourri toute ma pratique. Et le jour où j'ai donné ma démission à l'Éducation nationale et où j'ai assumé et accepté d'être un artiste à plein temps, même si j'avais plus de 50 ans, je me suis dit, ça y est, voilà, la boucle est bouclée. Tu peux considérer ça comme ton... Coming out. Comme une... Coming out. Coming out, voilà. Coming out. Le dernier acte punk. Peut-être comme le dernier acte punk, ouais. D'accord. Enfin, c'est un bien grand mot, mais il y a un peu de ça, ouais. Il y a un peu de ça.